La porte de la salle de bain est restée close depuis 3 jours. Tu fixes ce rectangle de bois blanc, comme s'il s'agissait de l'entrée d'un sanctuaire profané ou d'une chambre de torture. À l'intérieur, le carrelage est froid, le miroir est piqué de taches brunes et l'odeur de l'humidité stagne, lourde comme un reproche. Tu passes devant, sans entrer, en détournant les yeux, car ce lieu est devenu le miroir de ta propre déchéance. Ton reflet, tu l'as abandonné quelque part, entre une insulte déguisée en compliment et une porte claquée avec une violence feutrée qui résonne encore dans tes os. Tes cheveux forment un nid de nœuds serrés à l'arrière de ton crâne, une cartographie physique de ton chaos mental, une forêt impénétrable où tes doigts refusent de s'aventurer. Tes mains effleurent ta peau. Elles te semblent étrangères, presque rugueuses, comme si elles tentaient de construire une écorce, une carapace de cornes pour se protéger des assauts invisibles. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque d'hygiène, au sens où le dictionnaire l'entend. C'est l'effondrement d'un empire intérieur, le siège d'une forteresse qui n'a plus de vivres ni de soldats. Le jet de la douche, autrefois promesse de réveil ou de détente, ressemble maintenant à une agression sonore et tactile. L'idée même d'enlever tes vêtements, de te retrouver nu face à ton propre corps, te donne la nausée. Pourquoi prendre soin d'un temple que l'autre a transformé en ruine, un espace qu'il a piétiné avec ses certitudes et ses mensonges? La manipulation de la réalité a fait son œuvre. Tu ne sais plus si tu mérites l'eau claire, ou si la crasse qui s'accumule est la seule chose qui te reste de réel, la seule preuve tangible que tu existes encore. Chaque mouvement pèse une tonne, comme si la gravité s'était multipliée par 10 dans ce périmètre. Lever le bras pour attraper le savon demande une énergie que tu as déjà gaspillée, à essayer de deviner l'humeur du prédateur au simple bruit de ses clés dans la serrure, à analyser l'inclinaison de ses sourcils ou le silence de son souffle. Ton cerveau est en mode survie. Il a coupé les circuits non essentiels, l'esthétique, la fraîcheur, l'éclat. Et pour ton système nerveux en alerte rouge, se laver les cheveux est devenu un luxe dérisoire, une coquetterie absurde face à la nécessité vitale de ne pas s'effondrer totalement. Pourtant, pour certains, la réaction est inverse. L'eau devient une obsession, une tentative de noyer la honte. Tu restes 40 minutes sous une eau brûlante, jusqu'à ce que ta peau devienne rouge comme une écrevisse, jusqu'à ce que la vapeur sature l'air et t'empêche de respirer. Tu frottes, tu récures chaque pore avec une éponge abrasive, cherchant à décaper cette sensation de souillure que ces mots, ces mains ou ces regards ont déposée sur toi. Le bombardement affectif a laissé place à une moiteur toxique que tu tentes de dissoudre dans le gel douche, mais le savon ne mousse pas sur les blessures de l'âme. Tu sors de là avec les doigts fripés, la peau qui tire, mais la sensation d'être sale persiste, car la tache n'est pas sur ton épiderme, elle est logée dans les replis de ta mémoire, là où aucun gant de toilette ne peut aller. Tu te sens comme un objet manipulé, passé de main en main, et tu cherches désespérément à retrouver ta propre odeur, sous le parfum lourd et étouffant de ses attentes. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as pris une douche sans avoir l'impression de laver un cadavre, sans que l'eau ne se mélange à des larmes que tu ne sens même plus couler? Regarde ta brosse à dents. Elle trône dans son verre, les poils évasés, fatigués, usés jusqu'à la racine par des gestes trop brusques ou trop rares. Elle est là depuis des mois, témoin muet de tes matins sans lumière. Tu sais qu'il faudrait la changer. C'est une décision simple, un achat de 2 € au supermarché du coin, entre les pâtes et le lait. Mais tu ne le fais pas.
Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de légitimité. Choisir une nouvelle brosse à dents implique de se projeter dans l'avenir, de décider d'une couleur, d'une texture, d'affirmer un choix personnel. Et dans ton monde, l'avenir a été confisqué par une projection d'avenir fictif que l'autre a balayé d'un revers de main dès que tu as cessé de lui être utile. Alors tu gardes cet objet délabré, symbole de ton propre épuisement. Le brouillard mental est si épais que le rayon hygiène du magasin te semble être un labyrinthe insurmontable, une épreuve de force où chaque marque te crie ton incapacité à décider. Tu te brosses les dents machinalement, ou tu oublies de le faire parce que de toute façon, ta parole a été étouffée, discréditée, moquée. Alors à quoi bon soigner l'instrument qui la porte? À l'inverse, peut-être es-tu devenu celui qui se brosse les dents 6 fois par jour, jusqu'à ce que les gencives saignent, un rituel maniaque, une tentative désespérée de garder une zone de ton existence sous contrôle total. La manipulation de la réalité, ce gaslighting permanent, te fait douter de tes propres souvenirs, de tes propres sentiments. Alors tu te raccroches mais à la blancheur de tes dents, comme à une bouée de sauvetage. Si tes dents sont parfaites, alors peut-être que tu n'es pas la personne défectueuse, folle ou instable qu'il prétend que tu es. Tu frottes jusqu'au sang, cherchant à éliminer le goût amer des mensonges que tu as dû avaler pour maintenir la paix, pour éviter une scène, pour sauver les apparences. C'est une bataille perdue d'avance contre une amertume qui vient de l'estomac, de la bile noire, de la colère refoulée, pas de la gencive. Dans le coin de ta chambre, la montagne de linge sale a pris possession du territoire. Elle grandit, jour après jour, comme une tumeur de coton et de synthétique, un monument à ta fatigue. Chaque vêtement jeté là est une journée de combat, une journée où tu as lutté pour ne pas pleurer devant tes collègues ou tes enfants, une journée où tu as porté un masque de normalité si lourd qu'il a fini par te briser la nuque. Faire une machine, l'idée même de trier les couleurs, de porter le panier, de sentir l'odeur de la lessive, te semble aussi insurmontable que l'ascension de l'Everest sans oxygène. Le prédateur t'a vidé de ta substance. Il a aspiré ta force vitale pour nourrir son propre vide abyssal. La vaisselle s'accumule aussi dans l'évier. Les tasses de café séchées forment des cercles bruns au fond de la porcelaine, des cibles pour tes regrets. Ce désordre est le miroir exact de ton paysage intérieur. Un chaos que tu n'as plus la force de ranger parce que tu sais, au fond de toi, que dès que tu auras fini, une nouvelle crise, une nouvelle remarque assassine sur ta manie du rangement, ou ta négligence viendra tout renverser. Parfois, tu te surprends à porter le même pyjama pendant 4 jours d'affilée. Il est devenu ta seconde peau, ton armure de moue, ton cocon de détresse. Tant que tu es dedans, tu es dans une sorte de zone grise, un entre-deux où le monde extérieur ne peut pas t'atteindre, où les exigences de l'autre glissent sur le tissu usé. L'odeur de ton propre corps, ce mélange de sueur froide et de sommeil sans repos, te rassure presque. C'est la seule chose qui t'appartient, encore. La seule chose qu'il n'a pas pu transformer en marchandise ou en argument de vente. C'est un repli sur soi, une forme de régression nécessaire pour ne pas éclater en 1000 morceaux sous la pression. Mais ce pyjama devient aussi ta prison, ton uniforme de bagnard domestique. Chaque heure passée dedans renforce le sentiment d'indignité que l'autre a planté en toi, comme une graine vénéneuse, attendant que tu finisses par croire que tu ne vaux rien de plus que ce morceau de coton taché. Je m'arrête un instant, je te regarde à travers ces lignes et je vois l'ombre qui pèse sur tes épaules, cette chape de plomb invisible. Ce projet, cette parole que je porte,
Ici, c'est une bouteille à la mer que nous lançons ensemble dans un océan d'indifférence. Pour que ce cercle s'agrandisse, pour que nous atteignions 1000 âmes prêtes à briser le silence, j'ai besoin que tu deviennes un maillon de cette chaîne, non pas par obligation, mais par solidarité. Ce n'est pas une question de statistique ou d'algorithme, c'est une question de présence, de poids humain face à l'inhumanité. Chaque personne qui rejoint ce voyage est une lumière de plus dans la nuit, un signal pour ceux qui sont encore perdus dans le noir. Ton soutien est le souffle qui permet à cette flamme de ne pas s'éteindre face au vent contraire de la manipulation. Tes cheveux, parlons-en encore, car ils sont le baromètre de ton âme. Tu as manqué ton rendez-vous chez le coiffeur il y a 3 mois, ou peut-être 6. Tes racines sont visibles, tes pointes sont fourchues, et tu t'en moques avec une indifférence qui te glace le sang. Ou plutôt, tu n'as plus le courage d'affronter le regard d'un étranger, dans un miroir pendant 1 heure, d'entendre le bruit des ciseaux près de tes oreilles, de subir le contact de mains inconnues sur ton cuir chevelu. Le coiffeur pose des questions. Il veut savoir comment tu vas, ce que tu fais de tes week-ends, si tu as des projets pour l'été. Et toi, tu n'as pas de réponse, parce que tes week-ends ont été un enfer de surveillance, de silence-amunance punitif et de reproches hurlés, et que ton seul projet est de survivre à la prochaine heure. Alors tu laisses pousser. Cette chevelure sauvage devient un rempart, un buisson d'épines. Si tu es négligé, peut-être qu'il te laissera tranquille. Peut-être qu'il cessera de te voir comme une proie ou comme un trophée s'il ne peut plus se pavaner à tes côtés. C'est une stratégie de camouflage inconsciente, une manière de devenir invisible, de se fondre dans le décor pour ne plus servir de cible. Et puis, il y a le lit, ce rectangle de 2 mètres sur 2 qui devrait être ton refuge et qui est devenu le théâtre de tes nuits blanches, de tes terreurs nocturnes et de tes larmes silencieuses pour ne pas réveiller le monstre qui dort à tes côtés. Tu changes les draps avec une ferveur presque religieuse, ou au contraire, tu les laisses s'imprégner de ton désespoir jusqu'à ce qu'ils sentent la maladie. Parfois, tu veux que tout soit tendu, propre, sans une miette, sans un pli, comme une chambre d'hôpital. Tu asperges l'oreiller de brume de lavande pour étouffer l'odeur de l'anxiété qui transpire par tous tes pores. Cette odeur âcre de cortisol que tu reconnais entre 1000. C'est ton dernier bastion. Si tu arrives à garder ce petit espace dans un état de pureté absolue, alors peut-être que tu n'as pas tout perdu, peut-être qu'il reste un fragment de toi qui n'est pas contaminé. C'est une tentative de reconquête de ton espace vital, un geste de résistance désespérée contre l'invasion psychique que tu subis. Tu te couches dans ces draps, frétés, comme on entre dans un tombeau de luxe, espérant que la propreté du tissu lavera la noirceur de tes pensées avant l'aube. Ta trousse de toilette est devenue un cimetière de produits entamés et abandonnés, un étalage de promesses non tenues. Cette crème hydratante que tu aimais tant, celle qui sentait le jardin après la pluie, elle prend la poussière sous le lavabo. Ce sérum qui te donnait de l'éclat, acheté un jour où tu croyais encore en ta propre lumière. Il est périmé, le liquide a jauni. Le miroir est devenu ton ennemi intime. Tu évites de croiser ton propre regard, parce que tu as peur d'y voir le vide, l'absence, ou pire, la haine de soi qu'il a instillée en toi. Ta peau réagit, elle se couvre de rougeurs, de plaques d'eczéma, de boutons douloureux. Elle crie ce que ta bouche n'ose plus dire. Ton corps parle pour toi. Il manifeste l'intoxication relationnelle. Et toi, tu la punis en l'ignorant. Tu ne te démaquilles plus le soir. Tu laisses le noir du mascara baver sur tes joues pendant ton sommeil, formant des cernes de guerre.
des peintures de camouflage pour une bataille perdue. Ce n'est pas que tu ne t'aimes plus, c'est que tu ne te reconnais plus. Tu es devenu un figurant dans ta propre vie, un spectateur de ta propre décomposition. À l'autre bout du spectre, il y a cette bouteille de gel hydroalcoolique qui ne quitte jamais ta poche, ce flacon de plastique qui est devenu ton talisman. Tu t'en sers 10, 20, 50 fois par jour, au point que tes mains sont sèches, gercées, presque brûlées par l'alcool. Tu cherches à désinfecter le monde, à mettre une barrière chimique entre toi et la réalité. Chaque poignée de porte, chaque contact physique, même le plus anodin, te semble porteur d'une contamination invisible, d'un virus moral. C'est la manifestation physique de ton sentiment d'insécurité profonde. Le prédateur a injecté tellement de poison dans ton esprit, il a tellement noirci ta perception des autres et de toi-même, que tu as l'impression que tout ce que tu touches est souillé. Tu te laves les mains pour essayer d'effacer la trace de son emprise, pour te purifier d'une faute que tu n'as pas commise, mais dont on t'accuse sans cesse. C'est une quête de pureté impossible dans un environnement saturé de manipulation et de mensonges. Le déodorant est devenu une autre de tes obsessions. Tu en remets sans cesse, même quand tu ne transpires pas, terrifié à l'idée de sentir mauvais, de dégager cette odeur de peur que les animaux flairent de loin et qui semble attirer les critiques. Tu veux masquer ton humanité, tes émotions, tes réactions organiques sous une couche de parfum chimique. Être lisse, être neutre, être inodore pour ne pas déranger, pour ne pas donner de prise. Tu as été tellement critiqué sur ton apparence, tellement scruté sous le microscope de son jugement, que la moindre émanation naturelle de ton corps te semble être une preuve de ta déchéance. Tu t'étouffes sous des nuages de spray, cherchant à créer une barrière olfactive entre toi et le reste du monde. Si tu ne sens rien, si tu es transparent, peut-être que tu es enfin en sécurité. Mais la sécurité ne se trouve pas dans un flacon de parfum, elle se trouve dans le droit de respirer son propre air. Dis-moi, dans le secret de tes pensées, dans ce dialogue intérieur que tu n'oses confier à personne, quel est cet acte d'hygiène simple, presque enfantin, que tu as transformé en montagne insurmontable ces derniers temps? Est-ce le simple fait de te laver le visage le soir, de sentir l'eau fraîche sur tes paupières fatiguées? Ou est-ce celui de changer ta serviette de bain, cette pièce de tissu qui a épongé tant de colère sourde? Toute cette détresse, tous ces rituels étranges, ces oublis et ces obsessions, ne sont pas des signes de folie. Ce ne sont pas des preuves de ta faiblesse. Ce sont les cicatrices invisibles d'un combat inégal, les marques de tes brûlures psychiques. Ton corps exprime par la peau, par les cheveux, par l'odeur, ce que ton esprit tente désespérément de rationaliser. Le narcissique veut que tu te négliges, car une victime qui perd sa dignité, qui se voit comme une épave, est une victime beaucoup plus facile à contrôler, à humilier et à maintenir sous sa coupe. Ou alors, il veut que tu sois une poupée de cire, parfaite, maquillée, impeccable et sans vie, pour flatter son ego et servir de décor à sa propre mise en scène. Dans les deux cas, ton hygiène devient un champ de bataille politique. Reprendre le contrôle de sa brosse à dents, c'est commencer, centimètre par centimètre, à reprendre le contrôle de sa souveraineté. Ce n'est pas une question de beauté ou de normes sociales, c'est une question de réappropriation de son propre territoire charnel. Pose ce flacon de désinfectant, si tu le peux, juste une seconde. Regarde tes mains. Elles ne sont pas sales, elles sont épuisées. Elles sont les outils de ta libération future, pas les témoins de ta honte présente. Chaque geste que tu fais pour toi est uniquement pour toi, sans penser à son regard, sans anticiper sa critique,
sans chercher son approbation, est un acte de haute trahison envers le système de contrôle qu'il a mis en place. C'est une rébellion. Se laver le visage à l'eau claire n'est pas une routine beauté, c'est un baptême de liberté, une manière de dire « ce visage est le mien » et il mérite la douceur. Tu n'as pas besoin de te décaper la peau pour être propre, car la souillure n'a jamais été la tienne. Elle appartient à celui qui a tenté de briser ton miroir, à celui qui a projeté sa propre noirceur sur ton écran intérieur. Laisse la poussière sur les meubles. Si tu n'as pas la force de tenir un chiffon, ce n'est pas grave. Les meubles n'ont pas d'âme, toi si. Ne laisse pas la poussière s'accumuler sur ton esprit. La montagne de linge finira par être lavée, un t-shirt après l'autre, une chaussette après l'autre, quand le soleil reviendra dans ta poitrine. Ce n'est pas une course contre la montre, c'est une lente et douloureuse remontée vers la surface. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'avoir les cheveux emmêlés et la peau terne. Mais souviens-toi, au plus profond de ta nuit, que sous la crasse apparente et la fatigue écrasante, l'être que tu étais est toujours là, intact, protégé dans une chambre forte que ces insultes n'ont pas pu forcer. Il attend simplement que l'orage passe pour sortir de sa cachette et respirer enfin. Voici 4 ancres, 4 petits rituels de survie pour tes journées de tempête, quand le simple fait d'exister semble trop lourd. Premièrement, lave tes mains à l'eau très froide, presque glacée, pendant 30 secondes. Sens le froid mordre ta peau. C'est un choc thermique nécessaire pour forcer ton système nerveux à quitter le mode de panique, à sortir des boucles de pensées obsessionnelles et à revenir ici et maintenant, dans l'instant présent. Deuxièmement, change ta taille d'oreiller ce soir, juste cela. C'est un geste de 10 secondes. Offre à ton visage, à tes yeux qui ont tant pleuré, un espace de repos neutre, une surface qui n'a pas été imprégnée par les cauchemars et les larmes de la veille. C'est un nouveau départ pour ta tête. Troisièmement, brosse tes cheveux en partant des pointes, avec une lenteur infinie, comme si tu dénouais un à un les fils de la manipulation, comme si tu peignais les mensonges qu'on t'a forcé à croire sur toi-même, pour les jeter à la poubelle. Chaque nœud défait est une petite victoire sur le chaos. Quatrièmement, applique une crème, n'importe laquelle, sur tes pieds avant de dormir. Prends le temps de masser tes talons, tes orteils. C'est une manière de te réapproprier cette partie de ton corps qui te porte chaque jour, qui supporte ton poids et celui de tes soucis, et qui te permettra, le moment venu, de fuir loin de l'ombre pour rejoindre la lumière. La route est longue, sinueuse, parsemée d'embûches et de rechutes, mais le chemin vers soi commence toujours par un geste simple, presque dérisoire, un geste que personne ne voit. Tu n'es pas seul dans cette salle de bains obscure, face à ce carrelage qui te semble être un mur. Nous sommes des milliers, cachés derrière nos propres portes closes, à avoir fixé ce même miroir piqué, le cœur battant la chamade et les bras lourds comme du plomb. Aujourd'hui, en écoutant ces mots, en laissant ces vérités infuser dans ton esprit, tu as déjà fait un pas hors du brouillard, valider ce moment de détresse, l'accepter sans te juger. C'est comme frotter une tache de boue sur une vitre pour laisser entrer la première lueur de l'aube. C'est un acte de foi, un signal envoyé à l'univers pour dire que tu es prêt à retrouver ta clarté, ta dignité et ta place dans le monde. Tu es la seule personne avec qui tu passeras chaque seconde de ta vie, du premier cri au dernier souffle. Alors commence par te traiter avec la même douceur, la même patience infinie que tu accorderais à un ami blessé sur le bord de la route. La dignité ne se trouve pas dans la perfection d'un maquillage de magazine ou dans la blancheur artificielle d'un sourire de façade, mais dans le courage
immense, presque héroïque, de se regarder dans la glace, de voir ses failles, ses cernes et ses doutes, et de se dire, même à voix basse, même dans un souffle, je suis encore là, et demain, tu seras encore là, un peu plus propre, un peu plus fort, un peu plus toi-même, jusqu'à ce que l'ombre du prédateur ne soit plus qu'un lointain souvenir qui n'aura plus jamais le pouvoir de te priver de ton droit à l'eau, à l'air et à la vie.